Salut tout le monde et bienvenue à cette nouvelle capsule de votre cours d'introduction à la programmation. À la dernière capsule, on a parlé donc de la possibilité de déclarer nos propres procédures et fonctions, soit nos propres sous-programmes. On a vu des exemples de comment ça pouvait fonctionner. Donc, on a compris que c'était pas beaucoup plus compliqué d'appeler un sous-programme qu'on avait créé nous-mêmes que d'appeler un sous-programme fait par quelqu'un d'autre, comme les fonctions mathématiques. Mais là, on a vu comment faire pour créer ces propres fonctions-là nous-mêmes pour pouvoir se faire nos propres outils qu'on va utiliser ensuite. Donc aujourd'hui, on continue sur cette lancée-là. On va parler un petit peu plus de comment ça se passe lorsqu'on exécute du code qui est un main qui appelle une fonction. Et on va voir que c'est possible de faire plusieurs niveaux de ça. C'est possible que le main appelle une fonction qui elle-même appelle une autre fonction pour faire une partie de son travail à elle, elle-même qui faisait une partie du travail du main. Donc, ça fait une espèce de cascade où il y en a un qui appelle un autre, qui ensuite qui appelle un autre, et le dernier retourne sa réponse au deuxième, qui lui l'utilise pour finir ses affaires et envoie sa réponse au premier. Donc, on va parler de ça un peu, puis ça va nous permettre de réviser un petit peu la mécanique d'échange des informations entre les différentes fonctions. Donc, allons voir comment ça se passe. On en était rendu là dans les notes de cours, l'ordre d'exécution. Bien, vous avez un petit exemple extrêmement simple ici, là, où on a une fonction qui s'appelle multiplier, qui reçoit deux entiers, A et B, et qui les multiplie pour retourner le résultat. Donc, sa seul job, c'est de multiplier deux nombres entiers. Évidemment, ça ne sert absolument à rien. On pourrait faire nous-mêmes la multiplication dans le main, mais c'est juste pour vous donner un petit exemple simple. Donc, on se rappelle que la signature de la fonction commence par statique tout le temps. Ensuite, on a le type de retour. Donc, qu'est-ce qu'elle va retourner? Elle va retourner un entier, étant donné qu'elle multiplie deux entiers. Le résultat sera un entier. Elle a son nom et, entre parenthèses, sa liste de paramètres, chacun avec son type et son nom, séparés par des virgules. Donc, l'entier A, l'entier B. Et elle, tout ce qu'elle fait, c'est qu'elle fait return A fois B. Donc, elle fait A multiplié par B. Ce résultat-là, elle le retourne au main qui l'a appelé. Le main, lui, de son côté, qu'est-ce qu'il fait? Il se déclare trois variables. Valeur 1, valeur 2 et produit. Et là, remarquez, petit raccourci que vous n'aviez jamais vu encore, c'est possible de déclarer plusieurs variables d'un seul coup si elles sont toutes du même type, en les séparant par des virgules. Donc, on met le type au début. Ça revient au même ça que d'écrire int valeur 1, point virgule, et en dessous int valeur 2, point virgule, et en dessous int produit, point virgule. Mais on peut aussi le faire d'un seul coup. Puis après ça, on suppose qu'il demande à l'usager d'entrer des valeurs. Fait que là, on aurait plusieurs lignes pour poser les questions et lire les réponses. Et après ça, on va appeler la fonction multiplier en lui passant les valeurs qu'on aura lues et on va stocker le résultat de cette fonction-là dans une variable produit qu'on va ensuite afficher à l'écran. Donc, dans quel ordre se passent toutes ces choses-là? Bien, vous l'avez dans les commentaires ici, l'ordre. Spoiler alert, il était écrit depuis le début. Donc, la première chose qui se passe, c'est la déclaration des variables. La deuxième chose, c'est la lecture des valeurs au clavier. Donc, on suppose qu'il y a un write-line qui pose la question, un read-line qui le lit, le int parse, puis on met ça dans une variable, valeur 1, valeur 2, même chose. Donc, ça, c'est les deux premières étapes, l'obtention des intrants et nos variables ont été déclarées. La troisième étape, c'est ici. On arrive à l'appel de la fonction multiplier. Et là, qu'est-ce qui va se passer au moment où on appelle la fonction multiplier? Bien, la quatrième étape, ça va être d'entrer dans la fonction multiplier. Et comment cette entrée-là va se faire? C'est très simple. La valeur qui est placée à l'intérieur de cette variable-là va être copiée à l'intérieur de celle-ci. Donc, le nombre qui était dans valeur 1 va être copié dans A. Et le nombre qui était dans valeur 2 va être copié dans B. C'est ça la quatrième étape, c'est de copier les valeurs dans les paramètres. Ces paramètres-là sont des variables comme les autres, c'est juste qu'elles vont recevoir d'entrée de jeu une valeur qui vient de l'appel. Donc, le main, lorsqu'il l'appelle, il détermine qu'est-ce qu'il veut mettre dans ces contenants-là. Ça peut être des chiffres qu'il peut écrire directement, ça peut être des chiffres qui sont dans d'autres variables. Donc, il n'y a aucun problème avec ça. On lui donne simplement des valeurs qui vont aller se placer ici. Donc, mettons que l'usager a écrit 3 puis 5, mais le 3 va venir s'écrire dans A, et le 5 qui était dans valeur 2 va aller s'écrire dans B. Et là, la cinquième étape, c'est ceci. Donc, la multiplication va se faire, 3 fois 5, ça donne 15, et le 15 va être retourné. Donc, le return, il fait juste dire « j'ai une réponse, je te la renvoie ». Et lorsqu'on arrive au return, même s'il y avait du code en dessous, il ne serait jamais exécuté, parce que le return met fin à l'exécution de la fonction en disant « j'ai fini, voici une réponse ». Et cette réponse-là
va venir être placé dans produit, dans la variable produit qui a été déclarée spécifiquement pour ça. Parce que le résultat de multiplier doit être mis dans la variable à gauche. Donc, comme pour toute affectation, on prend ce qui est à droite, on le met à gauche. Donc, ce qui est à droite, c'est le résultat de la fonction. Et sixième étape, on affiche le produit. Pas plus compliqué que ça. Qui appelle qui là-dedans? Bien, j'utilise depuis le début un peu ces termes-là. L'appelant et l'appelé. Donc, l'appelant, c'est celui qui effectue l'appel. Donc, par exemple, dans notre exemple tantôt, le main, c'est lui l'appelant, c'est lui qui appelle la fonction multiplier. Et l'appelé, ben, c'est la fonction qui se fait appeler. Donc, c'est la fonction multiplier et l'appeler. Donc, par exemple, ici, on a un autre exemple. On a le main qui appelle afficher menu et distance tir. Donc, on reprend les exemples de la capsule précédente. Bien, le main, c'est l'appelant et afficher menu est l'appelé. Distance tir est également un autre appelé. Donc, chaque fonction, lorsqu'elle se fait appeler, elle se fait appeler par un appelant quelconque. Souvent, c'est le main qui va être l'appelant parce que c'est lui qui est exécuté au départ et qui va appeler les autres fonctions quand il en a besoin. Mais c'est possible, comme je disais tantôt, qu'une fonction qui se fait appeler en appelle une autre. Donc là, à ce moment-là, la fonction du milieu, elle est à la fois l'appelé et l'appelant. Elle est l'appelée par rapport au main et elle est l'appelant par rapport à la fonction qu'elle va appeler elle-même. Donc, il ne faut pas se perdre dans ces détails-là. On a un exemple ici, puis cet exemple-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire directement dans Visual Studio pour voir. Donc, je reprends mon code de la dernière fois et donc, vous vous rappelez, on avait la fonction distance tir, la procédure afficher menu et notre main. J'ai rajouté un petit peu plus de détails au WriteLine, mais le main allait lire deux intrants, là, la vitesse l'angle, appeler la fonction distance tir avec ça pour obtenir la distance et l'afficher. Et ensuite, il rappelait la fonction distance tir avec des nombres préétablis et il l'affichait aussi pour vous montrer comment ça fonctionnait. Bon. Ma fonction de distance tir, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Bien, elle convertit l'angle en degrés en radians et ensuite, elle utilise ça pour calculer la distance. Mais ça pourrait être intéressant que cette conversion-là de degrés en radians, ça soit une autre fonction qui s'occupe juste de ça, une fonction qui sert à convertir les degrés en radians. Ça serait pratique parce qu'on sait aussi que dans cet exercice-là du tank, il y a aussi la fonction qui calcule le temps que ça prend pour faire le tir, finalement, le temps du déplacement. Et ce temps-là va avoir aussi besoin d'un angle qui devra aussi être converti. Donc, au lieu de refaire la même conversion une autre fois dans la fonction de temps, on va pouvoir appeler une fonction qui sert spécifiquement à ça. Donc, comment on va faire ça? Bien, on va se créer une nouvelle fonction qui va elle aussi retourner un double et qui va s'appeler degré en radian. Et là, elle va recevoir une seule chose, un angle en degrés. Voilà, donc ça c'est sa signature et à l'intérieur, on va mettre sa définition. Donc cette fonction-là va recevoir un double qui va être l'angle et elle va retourner un double qui va être le même angle mais sous forme de radian. Et elle, ce qu'elle va faire, on va tout simplement déplacer ça ici. Donc son angle en radian ici. Et cette conversion-là, on va la mettre là. Et ensuite, elle va retourner l'angle en radian. Donc, ce qu'elle va faire tout simplement, elle va faire la job de la conversion que normalement, c'était distance tir qui s'occupait. Par contre, qu'est-ce qui va arriver? Bien là, notre fonction distance tir va devoir l'appeler pour faire sa job. Donc, elle va avoir la fonction distance tir, elle aussi besoin de sa variable angle en radian. Mais là, ce qu'elle va faire, angle en radian, au lieu de faire le calcul elle-même, elle va dire j'appelle ma fonction degré en radian en lui passant mon angle en degrés. Oups, pardon. Angle en degrés. Donc, d'où il vient cet angle-là? C'est un des deux paramètres. Donc, rappelez-vous, distance tir reçoit comme deux intrants. Les deux paramètres, c'est les intrants qu'on lui donne, une vitesse et un angle. Mais cet angle-là, la première chose qu'elle va faire dans son traitement, c'est de l'envoyer à la fonction degré en radian pour qu'elle fasse sa conversion, retourne un résultat en radian, et lorsque elle le retourne, on revient à l'appelant, qui lui va le stocker dans sa variable à lui, et qui va s'en servir pour son calcul, et qui va retourner la distance à son appelant à lui, qui est le même. Donc, voyez-vous, là, j'ai séparé
en deux fonctions différentes, la distance et la conversion de l'angle en radian. L'avantage que ça a, c'est que j'ai une fonction qui fait une seule chose maintenant. Chaque fonction a un seul but. Il y en a une qui s'occupe de convertir, il y en a une qui s'occupe de calculer une distance. C'est plus logique que ça se passe comme ça. Essayez d'avoir des fonctions les plus atomiques possibles, qui ne font pas 3-4 affaires en même temps, ils ont une seule job et ils la font. C'est pas impossible que pour faire cette job-là, il y ait besoin d'appeler d'autres fonctions atomiques qui font une autre petite job. C'est un bien meilleur design comme ça, parce que, après ça, quand on va arriver pour créer notre fonction, pour calculer le temps requis au projectile, donc temps en vol, disons, appelons-le comme ça. Donc, le temps en vol, c'est une fonction, la deuxième partie de l'exercice 1.7, qui va prendre aussi la vitesse initiale et l'angle en degrés, mais qui va s'en servir pour calculer le temps. Donc, combien de temps le projectile va rester en vol. Donc, on va avoir besoin d'une variable pour l'angle en radian. Voilà. D'une variable pour le temps. Et on va avoir besoin de la constante d'accélération gravitationnelle aussi. Et là, qu'est-ce qu'on va mettre là-dedans? Bien, on va commencer par dire la même chose que j'ai fait tantôt. Mon angle en radian, je ne vais pas le convertir moi-même, je vais appeler ma fonction qui sert à faire ça, qui sert à convertir des degrés en radians. Et une fois que ça c'est fait, bien là maintenant, je vais pouvoir utiliser mon code que j'avais fait dans l'exercice 1.7 qui fait, lui, le calcul. On se rappelle que j'avais une faute dans mon nom gravitationnel. Donc, une fois qu'on a ça, ben, la fonction, maintenant, fait ce qu'elle a à faire. Elle calcule le temps en utilisant la vitesse initiale qu'elle a reçue, le sinus de l'angle en radian qu'elle a converti en degrés en utilisant la fonction prévue à cet effet, et l'accélération gravitationnelle. Tout ce qu'il lui reste à faire, et wow, je suis vraiment à côté de mes pompes, c'est de retourner le temps. Donc là, vous voyez l'intérêt. Ma fonction de calcul de degrés en radian, on peut l'appeler à plusieurs endroits et elle va faire la job dans les deux cas. Elle ne fait que ça. La fonction de degrés en radian, elle n'est pas concernée par les distances de tir puis le temps en vol. Elle est juste concernée par convertir un angle. Et les autres vont l'utiliser à cet effet-là. Et pendant qu'on y est, regardez qu'est-ce qu'on pourrait faire qui serait intéressant. Ça serait de simplifier un peu notre code de degrés en radian. Vous voyez ce qu'on fait dans cette fonction-là? On déclare une variable, on y met dedans le résultat d'un calcul et on retourne le contenu de la variable. Mais au lieu de retourner le contenu de la variable, rien ne nous empêcherait de retourner directement le résultat d'un calcul. Donc, prends l'angle en degrés fois pi divisé par 180 et ce résultat, retourne-le. À ce moment-là, on n'a même pas besoin de variable, puis on a une seule ligne pour notre fonction. Donc, c'est sympathique. Qu'est-ce qui se passe ici maintenant? Bien, quand mon main va chercher la vitesse et l'angle, ensuite, il appelle la fonction distance de tir en lui disant « voici une vitesse, voici un angle ». Donc, la vitesse qu'il a lue au clavier va être copiée dans vitesse initiale et l'angle qu'il a lu au clavier va être copié dans angle en degrés. Elle va déclarer ses affaires et ensuite, elle va dire « OK, moi je suis l'appelé, mais je suis l'appelé du main. Mais je vais aussi être un appelant parce que je vais appeler une fonction et je vais lui passer mon angle en degrés que j'ai reçu. Donc la valeur que j'ai reçue, si la personne a écrit 45 degrés ici, ce 45 degrés a été copié dans ce paramètre-là. Et ce 45 degrés-là, moi je le prends et je dis, je l'envoie ici, dans degrés en radian. Et elle fait un calcul avec, elle retourne un résultat en radian, et là, elle est l'appelée de la fonction de distance. Et là, la fonction de distance, elle va prendre ce résultat-là et le stocker dans sa variable pour ensuite faire un calcul plus complexe avec et retourner la distance à son appelant à elle, qui est le main. Et là, cette distance-là va pouvoir être ensuite affichée. Donc, vous voyez le principe. C'est ce qu'on avait dans les diapos ici. C'est que c'est possible d'avoir un appelant
qui va aussi être un appelé. Parce que la fonction distance tir, qu'on avait tout à l'heure comme étant l'appelé du main, mais elle, si elle décide d'appeler une fonction, elle devient à ce moment-là l'appelant pour appeler convertir angle dans les notes. Moi, je l'ai appelé dans mon exemple degré en radian. Convertir angle est aussi un bon nom. Donc, c'est très possible d'avoir une fonction qui est à la fois l'appelant et l'appelé. L'appelant de un et l'appelé de l'autre. Et pour s'y retrouver, on a ce qu'on appelle le diagramme hiérarchique. Le diagramme hiérarchique, c'est juste un dessin qui nous permet de visualiser ces mécanismes d'échange-là et de savoir qui appelle qui au juste. Donc, vous avez l'exemple ici. Le main est dans une boîte et chaque fonction est dans une boîte. Généralement, on va mettre le main en haut et on va essayer de mettre les fonctions qu'il appelle en dessous de lui. Et là, le main dit « Je peux appeler, je suis l'appelant et je vais appeler distance de tir. » Et quand je vais appeler distance de tir, je vais lui passer, donc on voit l'échange de paramètres, la flèche, je vais lui passer une vitesse et un angle en degrés. Et distance de tir va me retourner un résultat, donc une distance, un résultat qui va être renvoyé au main. Ça, c'est l'appelant, ça, c'est l'appelé. Mais l'appelé qui est ici, l'appelé du main, est aussi l'appelant de convertir angle. Donc, il a un deuxième niveau, il appelle convertir angle, en lui passant un angle en degrés, convertir angle est l'appelé, et va retourner à son appelant l'angle en radian. Et là, lui, ensuite, va pouvoir faire sa job pour le retourner à l'autre. De l'autre côté, on a affiché menu. Le main appelle aussi afficher menu, rappelez-vous, pour juste faire de l'affichage. Vous avez l'exemple dans le code ici. Il fait juste appeler afficher menu. Et afficher menu, elle, tout ce qu'elle fait, c'est de l'affichage. C'est pas vraiment un menu, ça n'a pas trop rapport comme nom, mais elle affiche du texte pour demander ce qu'il faut faire. À l'usager, afficher menu est aussi un sous-programme qui est appelé par le main, mais là, il n'y a pas d'échange de données. Parce que le main n'a rien à envoyer à afficher menu pour qu'il fasse sa job d'afficher tout le temps le même texte. Et afficher menu est une procédure, donc ne fait pas de return, il ne retourne pas quelque chose, il fait juste de l'affichage puis il a terminé. Donc, les flèches d'échange de données, donc les paramètres et la valeur de retour, sont optionnelles. Elles doivent être là seulement si elles sont nécessaires. Donc, c'est très possible d'avoir une procédure qui ne retourne rien ou d'avoir une procédure ou une fonction qui n'a pas besoin de paramètres. Fait que ce n'est pas nécessairement les deux flèches ou aucune flèche. C'est possible aussi d'en avoir une seule, dépendamment de ce qui se passe. Peut-être qu'on envoie une affaire à afficher menu, puis elle ne retourne rien. Ou peut-être qu'on appelle une fonction sans lui passer de valeur, mais elle nous retourne un résultat. Mettons une fonction qui est dis-moi un nombre au hasard, puis elle va nous retourner le nombre au hasard. Donc, c'est possible qu'il y ait une seule des deux flèches, ou les deux, ou aucune. Fait que c'est ça le diagramme hiérarchique. Notez que sur un diagramme hiérarchique, on écrit chaque fonction, chaque sous-programme, en fait, fonction ou procédure dans un seul rectangle. Et si le main appelle la fonction afficher menu 3 fois, c'est pas visible, ça, sur le diagramme. Il va avoir seulement une ligne. La ligne sert à identifier les relations. Il y a une relation entre le main et afficher menu. Le main est l'appelant, afficher menu est l'appelé. Il ne s'échange pas de données. C'est tout. Ça ne nous dit pas combien de fois il va être appelé. C'est possible qu'il appelle 8 fois, mais on ne fera pas 8 boîtes sur notre diagramme. On va juste voir la relation. Bon, ensuite, vous avez des petits exemples. Vous pourrez lire ça, des exemples d'appels de fonctions correctes et incorrectes. Donc, vous les lirez si vous voulez. Et vous avez des petits exercices que vous pouvez faire qui vous demandent d'écrire une signature de fonction, tout simplement basée sur qu'est-ce qu'elle est supposée de faire. Le dernier exercice, qui est le plus important, c'est un exercice où on vous dit il y a un gros diagramme hiérarchique qui est là. Vous devez écrire pour chacune des boîtes qui sont là, chaque sous-programme, vous devez écrire sa signature, ses intrants et ses extrants, et dire s'il s'agit d'une procédure ou d'une fonction. Ce qu'on a là-dessus, c'est le main qui peut appeler des fonctions, qui en appelle d'autres, et à chaque fois, c'est possible qu'elles s'échangent des valeurs. Donc, on voit que le main envoie valeur A à la fonction 4, puis fonction 4 ne retourne rien de spécial. Donc, on vous dit, valeurs A, C, D et E sont des int, les valeurs B et F sont des doubles. Et là, vous allez vous servir de ça pour écrire les signatures. Comment on peut faire? Bien, regardez, on peut simplement l'essayer comme ça. Je vais diminuer un peu la taille ici, puis on va en faire un. Je vais faire, mettons, le premier ici. Je vais juste l'écrire ici. Si on avait à écrire sa signature, qu'est-ce qu'on écrirait? Bien, la signature commence tout le temps par statique.
Ensuite, on a la valeur de retour de la fonction. La fonction qui est ici retourne quelque chose parce qu'on voit qu'elle renvoie une valeur à son appelant, le main. Elle renvoie la valeur A. Valeur A, c'est un int, selon la petite légende qui est ici. C'est un int. Donc, elle va nécessairement retourner un int. Le fait que ça s'appelle valeur A, ça n'a aucune importance pour nous à ce stade-ci. Et elle a un nom, donc FCT1, c'est le nom qui est écrit dans la boîte. Et là, elle a des parenthèses, puis après ça, elle a des accolades. Est-ce qu'on doit mettre quelque chose entre les parenthèses? Les parenthèses, bien, ce qu'on va mettre, c'est ce que le main va lui avoir envoyé en paramètres. Et ici, qu'est-ce qu'on voit? Il ne lui envoie rien. Il n'envoie pas de paramètres. Donc, ça veut dire que ces parenthèses-là restent vides. Ça, c'est la signature de la fonction. On ne sait pas qu'est-ce qu'elle fait réellement, puis comment elle produit valeur A, puis qu'est-ce que c'est. Puis ça, le diagramme ne nous dit pas ça. Le diagramme n'explique pas ce que les fonctions font, il nous explique juste comment marchent les relations et les mécanismes d'échange. Donc ça, c'est une signature qui est correcte. Et ce qu'on vous demandait de faire, c'est d'identifier les intrants et les extrants, et s'il s'agit d'une procédure ou d'une fonction. Bon, ben, on a fait notre signature. On pourrait mettre en commentaire ici dedans. Les intrants, aucun. L'intrant de la fonction, c'est ce qui entre dans les paramètres. Il n'y en a pas. Ensuite, les extrants, un int. Donc, en fait, comme ça, qui est valeur A, ce qui ne change pas grand-chose. Ce qui est important, c'est qu'on sait que c'est un int. Et est-ce que c'est une procédure ou une fonction? Bien, c'est une fonction, puisqu'elle retourne quelque chose. Si elle ne retourne rien, ça serait une procédure. Mais là, elle retourne quelque chose, elle retourne un int, on vient de le dire. Donc, voilà. Cet exercice-là, vous pourriez faire la même chose pour chacune des autres boîtes qui sont là, chacun des autres sous-programmes. Et c'est important d'arriver à bien lire un diagramme hiérarchique parce que ce diagramme-là vous donne automatiquement les signatures de tous les sous-programmes, même si on ne sait pas qu'est-ce qu'ils font et à quoi ils servent, on sait qu'est-ce qu'ils reçoivent, qu'est-ce qu'ils retournent, c'est des fonctions, des procédures, on sait comment tout ça fonctionne. Donc, c'est quelque chose qui est très pratique à savoir.